Est-ce que je vais parler de Vol au-dessus d'un nid de coucou, Stranger in Paradise, Phantom of the Paradise et E.T. Tout ça fait beaucoup. Grand prix du Festival d'Avoriaz en 1975. À un moment, il y a un insert d'une couille sur une batterie. Je sais pas si c'est un terme qui existe, mais pour moi, c'est une comédie poétique. Ce film-là, je crois que pour moi, c'est un des plus grands films de tous les temps. Pulp Fiction, c'est sûrement le film qui a signé la fin de ma carrière de projectionniste au cinéma Le Luxi à Ivry-sur-Seine. Quel est ton rapport au vidéoclub? J'ai beaucoup fréquenté les vidéoclubs et avant qu'il y ait des DVD dans les vidéoclubs, j'ai connu les VHS, les cassettes VHS. Parfois, je suis un peu nostalgique de ce moment où on allait choisir le film qu'on allait regarder les jaquettes, se laisser surprendre peut-être par quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'intention de voir. Mais c'est très différent en fait de balayer, de scroller pour choisir un film ou alors de se déplacer dans un lieu, de dire bonjour à quelqu'un, de sentir, c'est aussi le charme des librairies quoi, c'est le charme d'un lieu. Et ouais, quand j'ai travaillé dans un cinéma, il y avait cette revue là, la revue du cinéma. Qui est très ancienne, je sais pas de quand date par exemple cet épisode, bah voilà 1973 et j'avais récupéré toute une collection. Et un jour, j'avais besoin de sous, je suis allé les revendre chez Gilbert Jeune, donc je les ai plus. Et ton job alors en tant que projectionniste et ouvreur, ça a été aussi une autre forme de cinéphilie. Comment ça t'a aidé là-dedans? Bah, c'était le plus beau des vidéoclubs, du coup, en grand, à Ivry-sur-Seine, là où j'habitais, qui passait à la fois des films grand public et puis des films d'auteur aussi. Donc, quand je projetais des films ou même quand j'étais ouvreur, je pouvais voir et revoir le même film plusieurs fois dans la semaine. C'était une sacrée découverte de cinéma. Il y avait un festival pour les enfants notamment qui s'appelait Ciné Junior dans le Val-de-Marne. Et j'ai souvenir de salles pleines de gamins qui venaient avec l'école et de leur montrer, je sais plus, il y avait un film qui s'appelait Le Maître de marionnettes, notamment un film chinois. J'ai beaucoup de souvenirs de moments de cinéma aussi. C'est pas seulement les films que moi j'ai découverts, mais comment le cinéma se vit pour les gens, quoi. Et ça, c'est très fort. Ouais. Commençons par le grand maître Federico Fellini. Et cette pochette de La Strada, c'est, je crois, un des premiers films autres que film pour enfants que j'ai vu quand j'étais gamin, justement dans ce même cinéma qui était à côté de chez nous. Ma mère m'avait emmené voir ce film. Je crois que c'était le film préféré de mon père. Et c'est un des tout premiers films que j'ai vu quand j'ai commencé à penser à mon film sur un fil et à des inspirations possibles pour ce film. D'ailleurs, il y a une petite ressemblance entre Giulietta Massina et Aloïs Sauvage. Et dans le costume qu'on a développé pour son clown dans notre film, Zouzou, il y a ce même petit chapeau melon avec un t-shirt rayé. Donc voilà, c'est une forme d'hommage non masqué. Voilà, c'est un hommage aussi à ce monde du cirque, à ce monde des saltimbanques, et puis un duo incroyable entre Giulietta Massina et Anthony Quinn. Il y a un moment du film, Anthony Quinn est un personnage très rustre, brutal, qui s'arrache les chaînes, qui est entouré de chaînes, et qui les brise et tout ça, et puis qui est filmé comme une espèce d'ours, quoi, très rustre. Et puis il y a un clown beaucoup plus doux et sympathique qu'elle rencontre sur le chemin. Et puis à un moment, elle commence à faire un peu la route avec lui. Et il y avait une scène qui m'avait énormément marqué de ce film. C'est qu'après, elle décide de retourner voir Anthony Quinn et finalement repartir avec lui. Elle dit au revoir à ce clown. Et pour pas, comme une forme de pudeur, elle lui dit au revoir et quand il s'en va, elle se masque les yeux pour pas le regarder partir. C'est une des images qui m'avait beaucoup marqué et j'avais beaucoup pensé à ce clown comme inspiration du personnage que joue Philippe Rebaud dans notre film. J'ai pas joué dans Les Ailes du désir, mais il y a comme une correspondance quand même. Oui, c'est vrai. Et
c'était aussi un des films que j'ai revu avant de commencer à écrire mon scénario de Sur un fil. Je savais que j'avais envie d'explorer aussi des choses, de la verticalité et l'horizontalité, en tout cas, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, et à quel moment on peut avoir des ailes qui poussent. Donc ouais, Wim Wenders, on avait fait ensemble un film qui s'appelait Les Beaux Jours d'Aranjuez. Qui commence? Toi? C'était prévu comme ça? Qui était adapté d'une pièce de théâtre et qu'on avait tourné 3 semaines dans un jardin en 3D. Puis on avait fait aussi un film américain avec James McAvoy et Alicia Vikander qu'on avait tourné à Djibouti. You like working for the MI6, Water? You have fun? I mean, not now, but in general, you have fun? Et Wim, au bout d'un moment, c'était un peu comme un tonton, quoi. On habitait en plus dans une petite chambre d'hôte sur la plage là-bas à Djibouti et il nous racontait ses histoires comme un super tonton de cinéma. Et il me racontait que sur Les Ailes du Désir, dans lequel joue Peter Falk, tout le monde le reconnaissait en tant que Colombo. Et la gentillesse avec laquelle il répondait aux gens, en fait, il acceptait d'être le Colombo des gens. Et en même temps, il se livrait dans une œuvre très différente, très poétique, beaucoup plus pointue. Et il faisait des dessins tout le temps sur le film, et il avait demandé à Wim de ne jamais filmer un dessin qu'il allait faire parce qu'il était timide en tant que dessinateur. C'est un superbe film d'une très très grande poésie. J'adore cette photo, cette affiche. J'ai vu son dernier film que j'ai vraiment adoré. Ça reste quelqu'un d'inspirant et d'inspiré après tout ce qu'il a vécu au cinéma. Donc c'était fou pour moi de travailler avec lui et de rencontrer quelqu'un qui m'avait fait grandir les yeux, quoi, d'une certaine manière. Quand on tournait Les Beaux Jours d'Aranjuez, ce film, le premier jour de tournage, il venait d'avoir une Apple Watch. Je crois qu'il en a plus maintenant. Et il me disait, ouais, c'est génial, si je dis comme ça peut envoyer un message et tout. C'est un enfant, c'est comme un personnage de bande dessinée ou un enfant, mais un homme tellement inspirant et tellement incroyable. C'est une chance de rencontrer des gens comme ça. Ah ouais, là je vois Gomorrah aussi, ouais, dans les séries. Série que j'ai beaucoup aimé, ouais, Gomorrah. Donc c'est la saison 5 dans laquelle je suis moins rentré. Mais par contre, les autres saisons, j'ai retrouvé cette chose qu'il y avait dans le film Gomorrah, est totalement immersive. Et ça fait du bien, en fait, avec le cinéma et avec les séries, de pouvoir voyager dans des milieux qu'on connaît pas du tout. Je trouve qu'on a été quand même pendant très longtemps uniquement sur l'Amérique, et que de connaître justement ce monde où on rentre tout d'un coup dans des appartements à Naples, dans des cités où il y a des robinets dorés. J'ignorais que ces choses-là existaient. C'est bon aussi de découvrir des acteurs incroyables qui sont pas des stars, qui sont pas des noms qu'on connaît. Et je trouve qu'en tant que spectateur, on se projette encore plus dans les personnages, quoi. Ah, marche à l'ombre, bien sûr. Qu'est-ce que tu fabriques? Dépêche-toi. Bah, je boite aussi vite que je peux. Qu'est-ce que tu t'es fait? J'ai glissé cette nuit en allant vomir. Rien que de voir cette affiche, je souris. Et je repense à Michel Blanc qui nous manque déjà. C'est vraiment, pour moi, c'est mon film des années 80. Mais surtout des années 90 aussi, à une période où justement je l'avais en VHS et je l'ai vu un certain nombre de fois, en fait. J'avais l'impression, quand je revoyais ce film, de retrouver 2 vieux copains. Et ce duo Lanvin-Michel Blanc, c'était vraiment... En fait, je m'identifiais un peu à ces 2 personnages dans des périodes où je vivais un peu la vie de bohème, la vie d'artiste, avec les galères, mais aussi une grande insouciance. Et ça me rassurait de les voir et de voir leur insouciance à eux. Je crois qu'à la fin, ils finissent dans un bateau avec un régime de bananes et ils arrivent à New York. Tout est possible. Et Michel Blanc dans le squat, Michel Blanc qui fume un joint et qui a les dents qui poussent et qui s'est fait attaquer par des renards. J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. C'est des moments de comédie extraordinaires pour moi, très teintés des années 80, avec notamment le saxophone, qui est vraiment un instrument des années 80 par excellence. Gérard Lanvin qui fait des buffs dans le squat avec son saxo et tout ça. Mais ouais, un vrai film finalement sur sur ce qu'on pourrait appeler des losers finalement, ou des marginaux, mais qui les montre avec beaucoup de panache, quoi. On rit mais on se moque pas d'eux, quoi. C'est-à-dire la caméra les aime aussi, il y a quelque chose... J'adore ce film.
Et puis c'est bien que tu nous aies mis un film réalisé par Michel Blanc, parce qu'on oublie que c'était un grand metteur en scène, un grand dialoguiste, un grand artiste, quoi. Exactement, il avait fait aussi Grosse Fatigue. Bonjour monsieur, police. Inspecteur Gaffier. Vous êtes bien Michel Blanc? Bah oui, c'est moi, oui. Je l'avais vu avec des copains, on était tout jeunes, dans un cinéma à Place d'Italie, et je me souviens que, je pense qu'on avait du rire pendant tout le film, et qui est aussi un film qui raconte des choses sur le système, sur qu'est-ce que c'est les acteurs, et il se moque aussi beaucoup de lui en tant que Michel Blanc, en tant que star. En gros, dans Grosse Fatigue, il décide de se partager les rôles avec son sosie, qui lui fera tout ce qui est promotion ou alors invitation de choses qui peuvent être un peu pénibles pour lui parfois, et puis lui il fera juste son métier d'acteur, sauf que le sosie prend sa place et qu'il se retrouve presque à la rue, quoi, enfin dépossédé de qui il est. Je trouve l'idée absolument géniale. Je pense qu'un jour il y aura sûrement un remake d'ailleurs de ce film. L'idée est vraiment super. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes Michel Blanc? Je sais pas, il est encore trop tôt, là. Et vous? Moi, je suis la police et j'embarque les guignols. Perquisition. Jean Renoir. Ouais. La bête humaine. Dis donc, mon vieux, j'ai une boîte cuite, alors je vais te laisser ma machine. Hein. Ben, si elle est cuite, c'est que tu l'as pas graissée. Comment je l'ai pas graissé? Bah dis donc, je paye assez l'huile tous les mois, seulement qu'est-ce que tu veux, la liaison, elle est gourmande. Je sais pas si c'est encore un secret, mais je suis un fan absolu de Jean Gabin, qui est pour moi, voilà, un de mes héros, un de mes dieux de cinéma. Et quand je pense à lui, je pense à cette image du début du film où il est à bord de sa locomotive et où il remplit le fourneau de charbon pour faire avancer la locomotive plus vite, où il avance. Et ce regard-là et cette vérité qu'il a en tant que chauffeur de locomotive, ça a été toujours pour moi un repère en termes d'acteur où je me dis mais on doit d'abord être crédible dans le métier qu'on fait. Et Jean Gabin, il l'était. Et c'est des choses qu'on sent, en fait, quand on le voit diriger sa locomotive, quand on le voit prendre son casse-croûte après. Il y a pareil des attitudes et des choses qui ne sont pas des choses jouées, qui viennent pas de l'aptitude d'un comédien, mais plus d'un être humain, d'un homme qui a une vraie expérience de vie et qui le retraduit aussi dans ses gestes et dans son corps, dans sa manière d'être à l'écran. Et puis ce film, qui est, je crois, adapté de Zola, d'un roman d'Émile Zola, c'est juste pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Au-delà même de Gabin, c'est un film que je me revois très régulièrement, au moins une fois par an. Et toi aussi, tu as beaucoup incarné, en fait, je trouve, de personnages qui sont caractérisés par leur métier, en fait, dans ta filmographie. J'ai l'impression qu'on retrouve régulièrement ça. Tu dis que tu es touché par cette vérité du métier. Comment, au-delà de s'immerger dans une profession, comment on la rend crédible à l'écran? En passant du temps à préparer. Enfin, quand on doit jouer un métier, tout à l'heure tu me parlais justement du rapport psychologique qu'on pouvait avoir au personnage. Je trouve que chez beaucoup d'acteurs, cette chose-là prend trop de place, qu'on devrait plus parfois consacrer de temps à, je sais pas, si je joue un chauffeur d'autobus, à savoir les yeux fermés où est le clignotant, par exemple. Parce que si on voit que je cherche le bouton du clignotant et que je suis censé être un chauffeur d'autobus depuis 10 ans, je pourrais essayer de vous embarquer dans tous les sentiments du monde, on n'y croit pas, quoi. Et c'est valable, je pense, pour tous les rôles. Je pense que, en réalité, la plupart des personnages sont caractérisés par un métier. Sauf peut-être des films où c'est des aristocrates qui n'ont pas à travailler pour vivre, mais sinon, on a tous quand même une fonction sociale qui est souvent liée à notre métier, quel qu'il soit. Alors, il y a la préparation et puis il y a aussi la chance, souvent, de jouer avec des personnes qui sont pas acteurs professionnels, mais qui sont par contre, je sais pas, des musiciens manouches avec lesquels j'ai pu jouer dans Django, des vrais gens du voyage, des vrais sous-mariniers dans Le Chant du Loup, des vrais éducateurs avec les autistes dans Hors Normes. Mais ça, c'est observer les autres et essayer de se fondre aussi dans le même bouillon qu'eux, quoi. Ça, c'est une chose qui me tient à cœur beaucoup et qui vient peut-être d'une période où je faisais du théâtre qu'on appelait théâtre type théâtre de l'opprimé, où en gros on faisait des improvisations avec les gens sur différents sujets. Ça pouvait être dans des maisons de retraite, des prisons, des collèges, sur des thèmes, et où finalement, en jouant avec des gens qui sont pas acteurs en impro, le rôle de l'acteur, c'était d'être aussi vrai qu'eux, en fait, d'une certaine manière. Alors ça, déjà, j'ai 3 idoles qui jouent dedans. C'est un genre qui...
Ah ben justement, ça va? J'ai reculé sur les conduites, sur le gaz, sur les parties communes. Je ne céderai pas sur mes cloisons. Jamais! Il manque Belmondo, mais c'est ce qu'on appelle la bande du conservatoire, en fait. Des gens qui avaient vraiment le sens de l'amitié et de la déconne très très poussé, bien avant celui du talent ou de je sais pas quoi. Et Jean Rochefort m'avait raconté que ouais, en fait, ça avait pas du tout marché à la sortie. Et je crois que c'est un film justement qui reste grâce au vidéoclub, ou en tout cas au fait qu'aujourd'hui on peut continuer de voir des films qui sont plus en salle, et ils sont extraordinaires tous les trois. Mais vraiment, ces trois comédiens un peu sur le retour, qui acceptent de faire une tournée qui se passe en province d'une pièce. Et puis Noiret a le trac tout le temps, donc avant la pièce, il est dans tous ses états, et juste après la pièce, quand il dîne avec les autres, il se met à parler tout le temps, à raconter des blagues et tout ça. Allez, à boire pour tout le monde! Du cul, du nichon, des gâteaux! Marielle est de très mauvaise humeur. Quand le metteur en scène lui donne une direction, il s'arrête de jouer, il va voir le metteur en scène en lui disant quoi? Et il fait à la fois peur et en même temps il est très drôle. Et moi, je suis. Je fais qui déjà? Et Jean Rochefort, voilà, c'est le panache par excellence. Je vous ai déjà sauvé la vie une fois. Et s'il le faut, je recommencerai. Je serai votre armure, Carla. Mais j'aime ce film vraiment comme un film d'amitié. Et puis voilà, après, c'est juste que ça m'a fait énormément rire. Mais on voit d'ailleurs même sur cette affiche que c'est pas des acteurs qui sont en train de poser ou de jouer ou de faire comme s'ils étaient amis, quoi. Il y a quelque chose dans leur visage qui est vraiment au-delà du cinéma ou d'une affiche, quoi. Là, pour le coup, il est pas sur l'affiche, mais pour moi, c'est un des plus grands rôles de Jean Rochefort. Il joue sur des notes extrêmement subtiles qui sont pas celles de la pure comédie ou celles de films peut-être plus sombres aussi qu'il a pu faire. Mais un grand personnage romantique, amoureux fou de cette coiffeuse. Et dedans, il y a une scène où Jean Rochefort fait une danse improvisée qui est inoubliable, qui est difficile à décrire, qu'il avait faite, je crois, vraiment totalement en improvisation, en une prise. Et c'est un grand, grand moment de magie du cinéma. Jean Rochefort, je crois que c'est un des acteurs qui, pour moi, arrive à jouer sur les notes à la fois les plus légères et les plus profondes, où il a quelque chose d'extrêmement relâché et léger, et extrêmement dense aussi. Souvent, les grands acteurs de comédie, c'est ceux qui sont très bons dans le drame aussi. Ouais, c'est vrai. J'ai vu tout à l'heure passer Le Loup de Wall Street. Je pensais à Jonah Hill, par exemple, qui est un acteur que j'admire beaucoup. Et je me disais, c'est fou parce que je l'ai vu dans plein de comédies et dans des drames aussi. Et j'ai pas l'impression que son jeu soit différent, en fait. C'est le film qui raconte que c'est drôle ou plus triste. Le rythme est différent, mais lui, en tant qu'acteur, il prend pas en charge le ton. Il prend en charge son personnage, je crois. C'est un acteur que j'admire énormément. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Moi, j'avais envie qu'on parle un peu d'Audiard, parce que tout à l'heure, on parlait de Michel Blanc qui aurait pu se faire enfermer un peu dans une image. Ouais. Audiard, quand même, ces derniers temps, c'est vraiment le réalisateur qui a dit genre non, je ne veux plus être enfermé dans ce cinéma un peu masculin. Et... On n'enferme pas Jacques Audiard comme ça. Hein. T'en penses quoi, toi, je sais pas si on peut appeler ça un virage, mais son renouveau de ces dernières années? Bah, en tout cas, moi, je sais qu'il m'a enfermé dans une prison et que c'est un des endroits qui m'ont le plus libéré dans ma vie. Marbella Paris, 3 bagnoles. 600 kilos par voyage. Ouais, qui a été une forme d'affranchissement de beaucoup de choses et où j'ai appris beaucoup de choses. C'est quelqu'un à qui je pense souvent et un metteur en scène qui plane quand même pas mal au-dessus de la mêlée, avec beaucoup de liberté et en même temps un cinéma justement à la fois exigeant et tourné vers le public. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de snob dans son cinéma. Il y a une liberté en termes de forme, en termes d'écriture, en termes de travail avec les acteurs qui est permanente, mais qui est justement pas codifiée en tout cas dans l'imitation ou dans qu'est-ce qu'on va penser de mon film ou quoi. C'est un véritable artiste qui se permet en plus d'aller régulièrement dans des choses extrêmement différentes. Je sais que ce film, Les Olympiades, qui est un film à petit budget comparé aux autres films qu'il a fait ces dernières années. Je parle de toi, t'es bonne vendeuse. Mais je suis irrésistible. C'est un film dont il a eu envie après l'expérience américaine des frères Sisters. How many do you think we killed?
I don't know. Il avait envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus artisanal et simple et en petite équipe avec un petit nombre d'acteurs. C'est quelqu'un qui a cette capacité à, quelle que soit la machine, à revenir à l'essentiel qui est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, savoir aussi s'écarter du plan de travail, de ce qui est prévu et de chercher. Donc en tant qu'acteur, par moment, tout le monde glisse un peu sur le toboggan parce que quand on sort des rails de ce qui était prévu, ça peut être un peu perturbant. Mais ça fait souvent éclore des moments assez incroyables qui sont pour moi du vrai cinéma, quoi. Tu parlais d'un cahier A et d'un cahier B sur les tournages. Sur Un prophète, il y avait ce fameux cahier B qu'ils avaient développé, qui était à la fois des scènes qu'on pouvait jouer si à un moment on se rendait compte que la scène écrite prenait pas et que on s'enterrait dans quelque chose et que on avait du temps pour tourner autre chose, donc ils pouvaient sortir des scènes du chapeau. Et en dehors de ça, c'était aussi des choses qui éclairaient l'histoire d'une manière périphérique au récit, en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et quand on a fait donc mon film Sur un fil avec ma co-scénariste, on a fait comme ça des scènes de cahier B. On a un peu pris cette technique-là. Et je me suis rendu compte que finalement, d'écrire d'autres scènes que celles qui sont incluses dans la mécanique narrative, ça donnait à chaque fois des touches d'éclairage sur les personnages et sur l'histoire différents, qui infusait dans le travail et qui nourrissait le reste, quoi. La nuit américaine de François Truffaut. Allons-y! Un immense hommage au cinéma et à la joie que c'est de faire un film, en fait. Moi, ça a été un film médicament que j'ai revu plein de fois pendant la prépa de mon film, où dès qu'il y avait un peu des stress financiers, de préparation, d'imprévus, je me raccrochais à cette image de François Truffaut qui arrive tous les matins sur le tournage et à qui on pose 10 000 problèmes et qui est toujours d'un enthousiasme débordant et qui dit toujours « Ouais, très bien, ça va très bien se passer » jusqu'au pire des catastrophes. C'est vendu? Pas mal, on achète. J'ai essayé en tout cas de me dire que c'était dans ce sens-là qu'il fallait aller et c'était lui qu'il fallait imiter. Et puis au-delà de ça, c'est une plongée dans ce que peut être la famille d'un tournage, la famille temporaire, un petit monde, une petite micro-société qui dure 2 mois où on a l'impression que tout le monde a vécu ensemble toute sa vie et va vivre ensemble toute sa vie, avec des choses très intenses, des gens parfois très intenses et des réactions qu'ils sont aussi. Mais on retrouve la figure de l'accessoiriste, le photographe, la comédienne qui a un peu trop bu et qui a du mal à dire son texte, l'acteur qui vit une amourette comme ça sur le tournage. Et il y a Jean-Pierre Léaud que j'adore à la folie, et puis tous ces autres acteurs, Nathalie Baye, Jacqueline Bisset, et puis Truffaut acteur aussi, dans ce rôle qui est le sien de réalisateur. Tout en étant lui-même réalisateur, il a trouvé, je trouve, la distance du jeu et la distance de la comédie avec ce film. Je sais pas si c'est un terme qui existe, mais pour moi, c'est une comédie poétique, ce film-là. Immense film. Oscar 1973 du meilleur film étranger, quand même. C'est bien d'avoir une jaquette pour pouvoir se le rappeler. Frangin malgré eux. Step Brothers. Avec parmi mes 2 clowns préférés du monde. You have to call me Dragon. You have to call me Nighthawk. Aussi un duo d'amitié, hein, ça se sent très très fort dans le film. Will Ferrell et John C. Reilly. Et en fait, c'est 2 adultes qui ont l'âge qu'on voit sur cette photo-là, dont les parents décident de vivre ensemble et ils deviennent demi-frères. C'est des adolescents totalement qui au début protègent chacun leur territoire. This is the one rule of the house. Don't ever, ever, ever touch my drum set. Puis à un moment, il y a un insert d'une couille sur une batterie, qui est vraiment un truc que j'ai jamais vu fait comme ça au cinéma et auquel on s'attend pas du tout. Puis à un moment, ça se passe très bien entre eux, après ces moments un peu de territoire, de conflit et tout. Et ils décident de rassembler leurs lits, qui sont au début chacun d'un côté, pour en faire des lits superposés. Bon, évidemment, il y a une chute, la chute des lits, et franchement... voyez-le, ce film, c'est un film extraordinaire. Will Ferrell, je l'ai pas vu vraiment évoluer dans d'autres registres, et je pense d'ailleurs que, en tant qu'acteur de comédie, on le connaît tellement comme ça que ça doit être, je pense, difficile de le voir dans un autre registre.
Mais John C. Reilly, en revanche, je me souviens notamment du film Magnolia. Be cool. Stay in school, okay? Get out of the street now. Il y a une pluie de grenouilles, à un moment, c'est pareil, un moment de cinéma très fort dont je me souviens. Et un acteur qui peut naviguer totalement d'un style à un autre. T'as fait pas mal de films en duo, mais des duos comiques un peu moins, mais t'as formé un super duo comique selon moi avec Benoît Magimel. Dans Omar la Fraise. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser? Tu veux le baiser? Vous êtes deux acteurs plutôt pas trop estampillés comédie, mais alors quand vous êtes ensemble, ça fonctionne hyper bien. Comment vous avez créé cette dynamique? Comme c'était un film aussi de bandits en Algérie, et Benoît et moi qui avions l'un et l'autre joué quelques bandits avant, il était hors de question de se prendre au jeu d'un truc très justement premier degré où on jouerait des bandits sérieux dans cette situation vraiment décalée quoi, de deux types qui sont pour le coup inadaptés à l'endroit où ils sont, parce que moi mon personnage Omar, il a grandi en banlieue parisienne, il connaît rien de l'Algérie et puis il se sent pas du tout algérien. Enfin voilà, c'est l'histoire de quelqu'un qui refuse un retour vers son identité, en tout cas vers ses origines. Et au contraire, le personnage de Benoît, qui s'appelle Roger, qui est plutôt un breton marin et tout, lui va se mettre à parler en arabe. On a joué sur des marchés où il allait commander en arabe. Et puis du coup, on a voulu prendre ces deux personnages comme deux enfants, en fait, qui peuvent être terrifiants, violents, qui ont aussi les attributs des bandits, mais qui sont en fait deux gamins, quoi, tout simplement. Donc c'est peut-être ça qui était drôle, c'est toujours l'enfance aussi, et le décalage. Et puis après, je crois qu'il y avait aussi l'envie de jouer ensemble, et le plaisir de jouer ensemble, qui était très très fort avec Benoît Magimel. Alors là, on est dans... Ah ouais. Est-ce que je vais parler de Vol au-dessus d'un nid de coucou, Stranger Than Paradise, Phantom of the Paradise et E.T. ou ça fait beaucoup? On a 20 minutes, donc je pense que tu peux parler de tout. Bon. Alors commençons par Stranger Than Paradise. Look at all the snow here. You think we're in Ohio yet? C'est un film de Jim Jarmusch avec un trio d'acteurs extrêmement stylés. Une jeune femme qui se retrouve aux États-Unis, qui est immigrée de Pologne, je crois, ou en tout cas d'Europe de l'Est, et qui est hébergée chez son frère et qui pense du coup au début arriver dans l'Amérique, le rêve de l'Amérique, et qui se retrouve à passer toutes ses journées à fumer des clopes dans l'appart avec son frère qui lui dit qu'il faut pas bouger de là parce que le reste est dangereux et tout ça. Je me souviens notamment d'une scène, un long plan séquence, un plan fixe où ils regardent à la télévision un film tous les deux le soir et où ils mangent des chips en regardant ce film. C'est un moment très très fort dont je me souviens. C'est aussi sans que la caméra finalement fasse des centaines de kilomètres. C'est ces films aussi road trip, voyage intérieur, quelque chose où il n'y a pas de grands événements, il n'y a pas de... C'est faire un bout de chemin avec des gens. Et du coup, avoir l'impression de les rencontrer. Et ça, c'est un des pouvoirs magiques du cinéma, je trouve. Avec une super BO, des super morceaux avec John Laurie. J'avais entendu que Jim Jarmusch l'avait présenté au Festival de Cannes. Et que je crois qu'il s'était fait recaler de la projection de son film parce qu'il avait une vieille paire de baskets et pas de nœud papillon. Il n'avait pas pu rentrer. Est-ce que c'est vrai ou une légende? Je sais pas. Mais... Vol au-dessus d'un nid de coucou. God damn, boy, you're about as big as a mountain. Look like you might have played some football. What's your name? La performance incroyable de Jack Nicholson dans ce film. Et puis toute une galerie de personnages aussi de cet hôpital de fous. Alors on est dans les asiles psychiatriques d'une certaine époque. On ne considérait pas encore ces personnes comme des personnes vulnérables. C'était encore une période où il y avait des électrochocs qui étaient appliqués. Et puis un personnage qui au début, un petit délinquant, qui est pris pour un petit larcin, en tout cas une petite chose, et qui est finalement envoyé dans cet hôpital-là, et qui va rencontrer quelques personnages. Je me souviens, un personnage qui m'avait énormément marqué, c'était l'Indien. C'est un personnage qui parle très peu dans le film, qu'on voit souvent en train de passer le balai et qui finalement va avoir une discussion. Je raconte pas forcément parce que il y a peut-être des gens qui l'ont pas vu dans vos auditeurs et qui va finalement verbaliser quelque chose à la fin. Et ça aussi, je trouve que à nouveau le cinéma, c'est passer du temps avec des gens et passer du temps avec quelqu'un qu'on regarde évoluer, qui nous parle pas et qui va finalement nous dire quelque chose une fois qu'on l'a côtoyé pendant 1h30, voire 1h45. C'est une impression particulière. Et ouais, c'était un film qui m'avait beaucoup marqué, que j'ai dû découvrir quand j'avais
17 ans, quelque chose comme ça. Et puis quand on est tout jeune et qu'on commence à prendre des cours de théâtre, on a envie de jouer des choses excessives. En mûrissant, au contraire, on a envie d'aller aussi sur des notes un peu plus, je dirais, subtiles ou en tout cas moins spectaculaires. Mais quand on commence à jouer et qu'on veut montrer qu'on ressent plein de trucs, la folie, évidemment, c'est des choses qui nous impressionnent et vers laquelle on a envie d'aller. Parce que vers laquelle j'avais envie d'aller. Franchement, alors ça, c'est... Pour moi, c'est voilà, c'est un... Je suis très très mauvais pour faire des classements, pour choisir des choses, choisir une chose au-dessus des autres. Mais ce film-là, je crois que pour moi, c'est un des plus grands films de tous les temps. C'est un film que j'ai découvert enfant, qui m'a bouleversé quand j'étais enfant, que je revois régulièrement. Et quand je préparais le tournage de mon film, j'ai vu un documentaire sur Spielberg et le tournage de E.T. Et j'ai voulu beaucoup m'en inspirer, ce qui a fait un peu peur à mes producteurs au début, parce que en gros, les scènes avec les enfants, Spielberg avait une casquette de travers, des foulards, des déguisements. Et il explique beaucoup dans le documentaire que c'est finalement au cinéma de s'adapter aux enfants. Et que il est hors de question, en travaillant avec des gamins, de les mettre dans les marques qu'on a envie qu'ils aient et tout ça, mais qu'au contraire, tout le process doit s'adapter à leur liberté à eux et jamais la contraindre, quoi. Et donc les quelques images qu'on voit de Spielberg sur le tournage, c'est la kermesse. Et puis au-delà de ça, pour moi, E.T., c'est l'autre en fait, et quelque chose de très simple dans le cinéma de Spielberg, qui est pas du tout justement ostentatoire en termes de style et tout ça, très efficace, mais immensément poétique et populaire. Là, et dans le film que j'ai fait, il est beaucoup question de la relation entre Zouzou, qui est joué par Aloïs Sauvage, cette clown, et un enfant malade. Et à un moment dans le film, ils se retrouvent un peu séparés. Et j'ai beaucoup pensé à E.T. sur la transmission de pensée entre eux et le lien dans des montages parallèles où finalement on les reliait très fort en parallèle, ce que nous permet le cinéma à travers le montage, jusqu'à les faire se retrouver à un moment. Et, enfin bon, bref, c'est une immense source d'inspiration. Il faudrait que je prenne l'affiche et que je la mette chez moi. Ça, vous me faites penser que il me faut une affiche encadrée d'E.T. dans mon bureau, absolument. Pulp Fiction, c'est sûrement le film qui a signé la fin de ma carrière de projectionniste au cinéma Le Luxi à Ivry-sur-Seine. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? Oh, what's happening? Oh, man. J'ai organisé des projections avec des copains quand je fermais le cinéma le soir. Les voisins se sont plaints et le lendemain, j'étais convoqué dans le bureau de la directrice qui m'annonçait que j'allais à nouveau vendre les tickets à la caisse. Mais je la comprends en même temps, je la comprenais parce que j'avais fait quand même quelques bêtises, quoi, en tant que projectionniste. Pas seulement organiser des soirées avec mes copains dans le cinéma, mais j'avais aussi monté un film à l'envers avec les bobines mélangées. Enfin bon, c'était un film qui s'appelait Y aura-t-il de la neige à Noël? Il m'a parlé de cette ferme qu'il avait achetée, qu'on allait s'en occuper tous les deux, qu'on aurait plein d'enfants. Là, au moins, il t'a pas menti. C'est un film avec Daniel Duval, qui jouait beaucoup sur les saisons. Et au-delà de ça, c'est le talent d'Uma Thurman. 3 tomatoes are walking down the street. Papa tomato, mama tomato, and baby tomato. Baby tomato starts lagging behind, and Papa tomato gets really angry. Goes back and squishes him. Says, ketchup. Ketchup. C'est l'arrivée avec Quentin Tarantino de quelqu'un qui bouscule aussi le rapport au récit dans le cinéma, qui fait du cinéma pop, mais en même temps qui remixe justement une culture de vidéoclub et qui prend des libertés incroyables dans les allers-retours dans le temps, aller chercher des acteurs qui tournent plus dans ce moment-là, dans le rapport à la musique. Ça a été tout d'un coup, je pense, il a envoyé un coup de renouvellement et de vent frais dans le cinéma. Qui moi, quand j'avais à l'époque 19-20 ans, je me disais, mais alors d'accord, en fait, tout est possible. Il n'y a pas un cinéma, il n'y a pas des choses bien à faire et des choses pas bien. C'est la liberté, l'inspiration, et puis quelqu'un qui a suivi ce que lui avait à faire, je pense, aussi. Qui n'a pas été
ni dans la velléité, ni dans l'imitation. Voilà, et puis c'est aussi un film qu'on a beaucoup de plaisir à regarder, avant tout, qui est un vrai film populaire. Palme d'or du Festival de Cannes. Phantom of the Paradise, un film de Brian De Palma, Grand Prix du Festival d'Avoriaz en 1975. Why, Winslow, good to see you. Been looking for you everywhere. Killing me won't help you. C'est un film pareil que j'ai vu et revu beaucoup quand je devais avoir, je dirais, 17-18 ans. Et ce film-là, c'était un film qui m'avait énormément touché. C'est un peu une adaptation du mythe de Faust, revisité en opéra rock, complètement délirant, mais en même temps bouleversant sur l'artiste et une forme d'artiste dépossédé. Donc c'est l'histoire d'un compositeur dont le producteur vend son âme au diable, il s'appelle Swan, et il va lui prendre sa musique, mais il va aussi lui prendre son amoureuse, et finalement il va continuer d'aimer cette femme et de la regarder évoluer avec cet horrible producteur, et de lui écrire de la musique. Voilà, donc c'est quelque chose de l'ordre du poète maudit et de l'artiste sacrifié. Sûrement quelque chose qui parle très fort à un adolescent de 17-18 ans qui découvre Arthur Rimbaud, Baudelaire et toutes ces choses-là. Et puis encore une fois, c'est porté par une musique et par une atmosphère très particulière, très lyrique. Long flowing hair for the crowning glory. There'd be a man who could tell our story. Where to go, what to do. Could it be somebody super like you? Je pense qu'on a tous des films musicaux aussi dans lesquels on a aimé se replonger. Donc on se revoit un film dans lequel il y a de la musique, comme on se remet un album, quoi. On a envie de réécouter les chansons. Et c'est très très différent de Scarface comme film, réalisé par Brian De Palma. Toi aussi, t'as fait un film de fantôme à l'opéra, un peu le film de Bonello. Ah oui, on avait fait un court-métrage, ouais, en effet, que pas grand monde a vu. C'était un court-métrage avec Bertrand Bonello, qui était une commande de l'Opéra de Paris. Je faisais un chorégraphe justement qui travaillait avec une danseuse, Marie-Agnès Gillot. Sauf qu'on n'a pas tourné ensemble, donc moi je tournais pendant une nuit sur la scène, enfin dans la salle de l'Opéra Bastille, et je dirigeais une danseuse imaginaire, mais sous la direction de Bertrand Bonello. Et elle a tourné ensuite ces scènes, et donc c'est le montage qui nous a fait nous répondre. Mais vous connaissez ça, pas grand monde a vu ça en effet. K-19, mais je sais que un vrai grand film. The boat is manned and ready for live firing of the main missile batteries. Activate emergency action procedure for nuclear weapon release. Toi, t'as tourné dans un sous-marin aussi, remarque, donc ouais, on peut faire des liens. J'ai tourné à la fois avec Catherine Bigelow dans un film qui s'appelle Zero Dark Thirty et à la fois dans un film de sous-marin qui s'appelle Le Chant du Loup, qui était réalisé par Antonin Baudry. Et c'est un film que j'ai revu du coup quand on préparait Le Chant du Loup et que j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis vraiment fan des films de sous-marins. C'est vraiment un genre que j'aime beaucoup, donc À la poursuite d'Octobre Rouge, USS Alabama, mais surtout Das Boot, un film allemand qui est vraiment en plus un peu le film le plus crédible, quoi, et qui fait le plus l'unanimité parmi les sous-mariniers, parmi les marins. Et celui-là tire quand même un peu plus vers le réalisme que À la poursuite d'Octobre Rouge et USS Alabama. USS Alabama, j'avais beaucoup aimé le duo entre Denzel Washington et Gene Hackman, qui était vraiment une super confrontation d'acteurs. Bravo, Hunter. Sir? You knew to shut up and enjoy the view. Most eggheads want to talk it away. Your stock just went up a couple of points. Mais par contre, en termes de croire qu'on est dans un sous-marin, il y a des moments où c'est difficile. Ils fument clope sur clope dans le sous-marin. Alors on sait bien que dans un sous-marin, on peut pas fumer. Et parfois, même si quelqu'un ne fume pas, la personne qui fume lui propose une cigarette. Je pense qu'aujourd'hui, même dans un sous-marin, on verrait plus ça dans un film. Mais ouais, c'est ce qu'on appelle, alors pareil, il y a des gens qui dénigrent un peu aussi ce type de cinéma en disant ça c'est du cinéma commercial, d'entertainment, tout ça. Et je trouve qu'il y a tellement de manières de faire du cinéma et de manières d'en regarder
que moi, parfois, j'aime aller au cinéma pour monter dans un manège de fête foraine, frissonner, avoir peur. D'autres fois, pour passer du temps avec ces personnages de Jim Jarmusch ou dans la poésie de Wim Wenders. Et puis d'autres moments, à voir Will Ferrell et John C. Reilly faire être des enfants de 50 ans, quoi. Et je trouve que on nous pousse souvent à choisir des choses, quoi, et à se définir par nos choix. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Quel style tu aimes le plus? Et je trouve que ce qui est beau ici, par exemple, dans cet endroit, c'est que tout ça, c'est sur des mêmes étagères et c'est disponible, et ce serait dommage de se priver de découvrir plein de choses différentes. Donc vive les films de sous-marins. J'aime ce film vraiment comme un film d'amitié. Mais on voit d'ailleurs même sur cette affiche que c'est pas des acteurs qui sont en train de poser ou de jouer ou de faire comme s'ils étaient amis, quoi. Colmini,